Bon, alors ça fonctionne. Donc on a loupé l'appel. Enfin, on fera encore remettre voilà, le résumé de l'appel. Donc la redite. Bienvenue au labo. Bienvenue au labo citoyen. Je ne sais pas comment vous étiez coordonnés pour faire la petite présentation. Ah bah c'est vous qui commencez. Peut-être une petite présentation des uns et des autres. Bah, vos prénoms et noms. Ah, par contre, il faut rapprocher. Oui. Bonjour, Catherine Decolle. Donc, j'ai participé au groupe de valorisation des espaces publics avec le parc de Chanteloup, de réduction des déchets, avec notamment la mise en place de composteurs et des animations sur le compostage. Et puis là, le projet en cours, c'est la mise en place de jachères fleuries mellifères pour favoriser la biodiversité au sein de la ville. Merci. Bonsoir à tous, donc Alain Poisson, donc membre du Labo Citoyen depuis son fondement il y a 3 ans, et puis en renouvellement pour les 3 prochaines années j'espère. Plutôt sur les thématiques d'aménagement, mobilité. Voilà, donc on va vous présenter les sujets. Bonjour à tous, donc Geoffrey Minesi est membre du Labo également, et j'ai travaillé sur plusieurs sujets, donc pareil on va en parler juste après. Et bonsoir, Thierry Bailly, donc membre du Labo également. J'ai été dans les groupes comme Catherine un peu sur l'environnement. Et là, ce soir, je vais un peu expliquer le projet d'aménagement du parc de Lannou-Lutel. Donc effectivement là, un coup ça suffit. Ah, alors du coup oui, c'est pour présenter un petit peu le labo dans son ensemble. Donc là on est 4 et on représente en théorie à peine 10% du labo parce qu'on est censé être 40 membres. Donc pour rappel, donc c'était 20 membres tirés au sort sur les listes électorales de Sainte-Savine et 20 membres volontaires qui s'étaient inscrits. Alors il y a 3 ans, au premier tour, on était 83 volontaires, donc tirage au sort parmi les volontaires avec liste d'attente. Sauf erreur de ma part, nous sommes tous les 4 volontaires, pas tirés au sort par hasard. Voilà, donc un peu de renouvellement durant les 3-4 dernières années. Et puis beaucoup finalement. Alors, au tout départ du labo, ça s'est orienté sur 3 thématiques parce qu'on a fait un processus. D'abord, il fallait monter le labo, se connaître, un peu apporter des idées, voir un petit peu les thématiques qui intéressaient les différents membres, et aussi avant qu'il y ait des idées qui viennent de la municipalité sur lesquelles travailler. Donc, on s'est orienté sur trois grosses thématiques. Une première thématique était plutôt environnement, donc Catherine était plus là-dessus. Environnement, gestion des déchets. Une autre thématique était plutôt sur mobilité au sens large. Forcément une petite affinité pour la mobilité cycliste, mais pas que. Et puis une dernière thématique était sur l'aménagement des espaces publics. Voilà. Donc le labo s'est un peu réparti sur ces 3 groupes-là, mais au fur et à mesure du temps, avec les idées qui sont venues aussi de la municipalité, des sujets qui sont arrivés à l'ordre du jour dans l'actualité. Du coup, il y a d'autres groupes qui se sont formés. Donc en fait, on est tous membres du labo et on est membres de un ou plusieurs sous-groupes. Voilà. Donc tous les 4, on est plutôt membres de plusieurs sous-groupes. Voilà. Tout simplement. Donc voilà un peu pour décrire très très largement le labo. Et puis très concrètement, alors comment ça se passe ? Il y a des sous-groupes et le sous-groupe se réunit essentiellement dans la salle du labo qui est dédiée à cet effet d'ailleurs. Réunion, voilà. La dernière qu'on a fait, c'était lundi soir dernier et c'était sur le groupe mobilité. Et donc on a plutôt parlé mobilité cycliste, etc. Donc on était 6 ce soir-là. Voilà. C'est ce que je peux dire. Donc au niveau du groupe qui travaille sur la création de zones mellifères, l'objectif c'est de favoriser la biodiversité en ville, éventuellement d'installer des ruches, mais ce n'est pas la finalité en soi. En fait, c'est plus, on s'est dit, s'il faut installer des ruches
pour avoir plus de pollinisateurs, l'objectif c'est qu'ils aient, on va dire, de quoi se sustenter, et ça sert à rien de vouloir avoir des pollinisateurs pour avoir des pollinisateurs. L'objectif c'est de réfléchir dès le début. Donc au niveau de la ville, on a sillonné un petit peu chacun tout son quartier pour faire un plan, repérer les endroits où il y aurait matière à installer des zones mellifères. Après, dans un deuxième temps, bien évidemment, on a été en relation avec le service des espaces verts pour voir ce qui était possible ou pas possible, parce que on a des données qu'on ne maîtrise pas, et puis on ne fait pas tout seul. Donc il y a eu des zones de semis qui ont été préparées, notamment au niveau des Viennes, de la Nouvelle-Lutel, du parc de la piscine, et puis là des zones qui n'ont pas pu être mises en place parce que finalement ça ne s'y prêtait pas. Il y a des travaux qui allaient être faits à certains endroits, etc., si bien qu'on a recherché d'autres zones. Et donc il y a à l'angle de la rue Georges Brassens et de la rue Feydeau, et puis un ancien petit parc qui était vers l'allée des AFN. Enfin, il y a 2-3 petits endroits. Il y a une réflexion aussi au niveau du cimetière. Enfin, il y a différents endroits qui vont également être identifiés et installés. Ensuite, ce qui nous semblait important, c'était d'installer des panneaux pédagogiques sur les zones concernées, d'une part pour sensibiliser les citoyens à nos actions, donc, et au fait que c'est des zones mellifères, c'est pas n'importe quoi, on va dire, c'est pas juste une pelouse ou des fleurs, c'est qu'il y a vraiment un objectif derrière. Donc c'est les affiches que le service com nous a créées suite à nos préconisations. Et donc là, on a déjà pas mal travaillé, on va dire, sur la ville même. Et notre objectif, c'est d'aller plus loin, voir les entreprises du parc du Grand 3, savoir qu'est-ce qui peut être réalisé ou pas en partenariat avec ceux qui voudront bien, parce qu'il y a des espaces disponibles, et on s'est dit que ça pourrait être bien de créer des nouvelles zones justement de plantation, des îlots, et en parallèle également réfléchir sur l'installation des ruches, pas faire ça, j'ai envie de dire à l'arrache, vraiment penser les choses, parce que le labo, on espère qu'il durera le plus longtemps possible, mais il faut que ça soit quelque chose qui puisse être pérenne, même si jamais le labo venait à s'arrêter pour une raison ou une autre. Voilà. Merci. Oui. Donc un tout autre sujet, plutôt un sujet d'aménagement. Donc c'est ce qu'on appelle l'aménagement de l'aire des Viennes. Donc l'idée de départ sur ce projet-là, c'était d'installer des équipements adaptés aux personnes à mobilité réduite. Donc je parle d'équipements sportifs. Donc on est allé un petit peu plus loin que le projet de simple installation d'équipements accessibles au PMR. On a aussi intégré en fait des jeux pour les enfants, des plantations aussi également pour avoir aussi une continuité avec le projet qui vous a été présenté précédemment, et l'installation également de mobilier urbain. Donc c'est un projet qu'on a imaginé en petits groupes, qu'on a synthétisé en plan, et sur lequel on a établi on va dire un petit cahier des charges qui reprenait les différents équipements sportifs qu'on proposait d'installer dessus, avec tout un aménagement qui se veut aussi être un parcours à travers une déambulation entre de nouveaux arbres, des arbustes, pour favoriser aussi la biodiversité, avec aussi tout un espace pour les enfants, avec deux parties, une partie plutôt pour les 7-8 ans et une partie pour les plus jeunes, avec des revêtements, on va dire, de sol plutôt perméables. On est parti sur un projet qui se veut aussi moderne, voilà, donc dans l'implantation.
Et donc on a dessiné le projet en interne intégralement et on a été le présenter aussi au service de 3 Champagne Métropole récemment. Et je sais qu'ils ont lancé les études derrière, si je ne dis pas de bêtises. Peut-être préciser. Va être validée la question de la faisabilité à la fois technique et puis en fait l'estimatif de coût plus précis. Et donc effectivement le labo était venu présenter le projet lors du COPIL des Viennes avec les différentes communes concernées, que ce soit la rivière de Corps, Sainte-Savine, Saint-André et puis bien évidemment Troyes. Puis donc voilà, je pense que j'ai fait le tour sur ce projet-là. Donc là, c'est le projet sécurisation aux abords des écoles. Donc l'objectif là, de ce groupe de travail, c'était de réfléchir à comment on voyait la situation actuelle aux abords de toutes les écoles de Sainte-Savine et de proposer voilà, des aménagements. Donc concrètement, là, on s'est réparti, chaque membre du groupe, du sous-groupe a pris une école, on va dire, et puis y est allé, s'est rendu compte sur place aux heures de pointe un petit peu les phénomènes qui pouvaient se passer, même si c'était assez corrélé partout. Hein. Bon, voilà, les parents d'élèves, un peu l'embouteillage, on se gare mal, on se gare un peu n'importe comment, les enfants, ils traversent pas, les trottoirs sont encombrés par les voitures, la visibilité, la vitesse, ce genre de choses. Donc chacun a fait un peu un diagnostic de l'école qui lui était désignée. Et ensuite, on a mis en commun toutes nos idées pour ensuite pouvoir avoir la chance de présenter du coup, nos propositions d'aménagement au service de la ville et puis à différents élus qui étaient présents également. Donc un groupe assez intéressant et puis dans la temporalité qui a été finalement assez rapidement évoluée, avec des aménagements qui ont déjà été faits. Donc voilà ce qui est marqué, donc du coup 2024 déjà une première phase de travaux sur on va dire les victoires rapides, les choses assez rapides à mettre en place. Et puis avec sur le plus long terme, voilà, il y a quelques écoles qui nécessitent des réflexions ou des aménagements plus larges dans leur environnement. C'est pas juste devant l'école, c'est plutôt l'environnement au sens large de l'école qui est à réfléchir, à voir plus dans la globalité. Voilà. Donc la suite, c'est un peu le dernier né peut-être des projets, parce que bon, je vais être honnête, on ne s'est pas encore réunis. La première réunion aura lieu la semaine prochaine. Bon, malgré tout, on a quand même déjà bien réfléchi. Donc c'est l'aménagement du parc de la Noux-Lutel. Alors c'est un sujet qui est, comme le parc, qui est quand même assez vaste. Sujet qu'on avait déjà initié, puisque je faisais partie du l'ex-conseil des habitants. Donc on avait déjà travaillé avec Lucie à cette époque sur l'aménagement du parc. Aujourd'hui, on va être vraiment dans la continuité. Donc je sais que la municipalité va développer un projet, continuer un peu la partie sportive, je crois, l'aménagement du parc. Donc là, on va travailler ensemble pour voir ce qu'on peut faire en complément, sachant que ce qui avait déjà été fait par le passé, et je pense avec succès, vu la fréquentation quand même du parc et des aménagements, il y avait eu des aménagements sportifs pour les jeunes, il y avait eu des tables de pique-nique, des barbecues, terrain de pétanque. Et quand on y va au beau jour, force est de constater quand même que c'est pas mal fréquenté. Donc notre objectif dans ce groupe maintenant, ça va être de continuer tout le travail qui est à faire, d'identifier un peu tous les besoins, de continuer les consultations. On a déjà eu l'occasion de demander aux gens présents lors des journées citoyennes un peu ce qu'ils pouvaient imaginer pour ceux qui fréquentaient le parc. Hein. Et on a quand même régulièrement de bons retours, entre autres de la part des sportifs et puis des familles avec jeunes enfants. Donc il y a de la demande dessus. Donc on va essayer de lister et de proposer tout ce qu'on peut faire dans le cadre de cet aménagement. Donc on a évoqué là 4 grands projets. Il y a d'autres projets en cours effectivement qui ont eu lieu en 2023.
Donc notamment, là, c'était plutôt le groupe mobilité, mobilité cycliste, avec finalement une réunion très intéressante. À l'été dernier, on a pu beaucoup échanger, ce qui a amené à l'aménagement de l'avenue Gallieni avec les sas à vélo et les CD de passage au feu. Hein. Donc là, ce groupe de travail, comme je disais, on s'est réunis lundi dernier. Il est un peu en fil rouge finalement sur la durée du labo, avec voilà, toujours des petites des choses à faire. Donc avec des propositions d'aménagement encore à venir là, sur le sujet. Aussi cette année, le labo nouveau sous-groupe, donc c'est surtout l'organisation des Jeux Intervilles, avec là aussi une réunion avec la Rivière de Corps la semaine passée sur qui fait quoi et quel sens on donne à cet événement. Donc ça s'oriente plutôt une organisation au sein de Savine avec la participation de la Rivière de Corps et de Rosières en termes de participants challenger, on va dire. C'est aussi la biodiversité avec le repérage des orchidées, l'aménagement du bois de Chanteloup. Donc ça, c'est ce qui est la peinture du mur qui reste à terminer, les aménagements des passages à hérissons et une campagne de sensibilisation via différents outils envers les particuliers, les concitoyens de Sainte-Savine. Le labo citoyen, c'est aussi une bonne mobilisation lors de la journée citoyenne. Et là, vous avez une belle illustration de l'équipe de bâtisseurs. Donc, la première année, on était parti sur un abri à vélo. Et puis, finalement, on s'est aperçu à l'usage que personne ne mettait son vélo là. Tout le monde le met contre la haie, et après tout, pourquoi pas. Du coup, ça s'est transformé en abri à personne, avec quelques bancs. Donc cette année sera la 3e année de l'équipe bâtisseur. Et le projet de cette année, a priori, c'est une cabine pour pouvoir se changer à côté de l'abri. Voilà. Très bonne idée de Denis. Voilà, on a fait un peu de tour sur le labo. Donc j'en profite qu'on soit là pour remercier Lucie Balanche, qui nous soutient bien, etc., qu'on a des bons échanges depuis 3 ans. Remercier aussi Romain, qui nous suit de près, Romain Bernier. Et puis remercier tous les élus qu'on a pu voir et croiser lors soit des réunions, soit qui sont venus à nos réunions, etc. C'est important pour les membres du labo, pas que nous, là, tous les 4, mais les autres aussi, de voir des élus et on entend que nos propositions ne soient pas toujours acceptées, mais qu'au moins qu'elles soient entendues, et c'est très motivant. Voilà. Merci beaucoup à vous. Merci pour la présentation, les travaux effectués, et on a vu qu'il y avait quand même encore beaucoup de choses dans les tuyaux, dans les cartons en termes de propositions. En tout cas, même s'il n'y a que vous 4 de présents ce soir, c'est l'occasion de vous remercier, vous tous les 4, mais aussi l'ensemble des membres du labo. On est très content en tout cas de la collaboration, et on est content que vous soyez content aussi de votre implication et que vous ayez aussi, vous puissiez constater que les idées que vous proposez sont partagées, et quelquefois effectivement, des fois ça aboutit, ça n'aboutit pas, mais en tout cas vous êtes entendus, et l'objectif du labo c'est ça, c'est de pouvoir avoir un échange constructif et aussi d'avoir des personnes qui soient aussi complémentaires aux élus pour être force de proposition sur un certain nombre de sujets, puisque on n'a pas forcément la vérité vraie sur tout, et qu'on est, nous, élus, des citoyens à la base, même si on a un mandat actuellement. Voilà, c'est pouvoir s'enrichir aussi des échanges et de la discussion avec les uns et les autres, et on est très content de votre travail, donc vous pourrez passer le message à vos autres collègues, et on espère aussi une longue vie au labo citoyen. Voilà. Donc merci beaucoup à vous. Voilà. Et on peut encore les applaudir. Et puis bien évidemment, merci aux techniciens et aux élus engagés. Merci à vous. Alors, petit temps de transition pour les changements d'installation de chaises, les chaises musicales.
Alors, on va passer au premier point de l'ordre du jour. Donc, ce qui était aussi important pour nous, c'était de présenter les travaux du labo. Et je pense que tout le monde suit un petit peu, soit de près ou de loin, les travaux du labo. C'était l'occasion de mettre en avant et en exergue un peu leurs actions, leurs programmes aussi sur l'année à venir. Et puis, tout ce qui a pu être fait d'ores et déjà. Donc, en tout cas, c'est un grand merci, merci à eux, et je pense que vous partagez aussi les remerciements les uns et les autres. Donc, premier point, donc l'approbation du procès-verbal de la séance du 21/12/2023. Est-ce qu'il y avait des remarques sur ce PV? Non. Eh bien, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y avait des votes contre, des abstentions? Adopté à l'unanimité. Sur le point numéro 2, donc le compte-rendu des décisions prises sur le fondement de la délégation permanente, il vous est proposé de valider un certain nombre d'éléments. Donc un qui est l'alignation de gré à gré de biens mobiliers à destination de l'EBE, enfin de l'entreprise à but d'emploi Sequoia, notamment sur du matériel mobilier. Et puis, il y avait un autre élément qui était relatif à les parcelles communales au travers des jardins citoyens. Voilà. Donc, c'est juste une information. Ensuite, on avait le point numéro 3, donc, qui est les zones d'accélération des énergies renouvelables, puisque nous étions sollicités par l'État pour présenter une cartographie d'accélération d'énergie renouvelable sur notre territoire, comme toutes les communes du territoire national. Donc nous avons travaillé, et le résultat de ce travail va vous être proposé par Madame Thiédrez. Merci Monsieur le maire. Mes chers collègues, promulguée le 10 mars dernier, la loi d'accélération de la production des énergies renouvelables répond à la stratégie énergétique nationale qui repose sur 4 piliers essentiels: la sobriété énergétique, l'efficacité énergétique, le déploiement des énergies renouvelables et la relance des énergies nucléaires. Concernant les énergies renouvelables, ce texte législatif confie aux communes l'élaboration de zonages d'accélération de ces énergies, là où peuvent être implantées à plus ou moins long terme des installations de production de ce type d'énergie. Les origines de ces énergies renouvelables sont très variées: éolien, solaire, géothermie, méthanisation et hydraulique. La production locale de ces énergies renouvelables doit permettre d'atteindre l'objectif national de neutralité carbone prévu en 2050 et de réduire la dépendance aux énergies fossiles dont les émissions de gaz à effet de serre contribuent fortement au dérèglement climatique. Passé la phase de consultation publique aux modalités libres du lundi 22 janvier 2024 au vendredi 9 février 2024 sur le site internet, la consultation en mairie, et il y avait un registre. Il revient à chaque conseil municipal de décider de la localisation des zones communales d'accélération de production des énergies renouvelables. La délibération du conseil municipal doit reprendre par type d'énergie les parcelles cadastrales concernées telles qu'annexées. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé d'approuver les parcelles cadastrales susceptibles d'accueillir une zone d'accélération d'énergie renouvelable solaire photovoltaïque sur les bâtiments ou les parkings, agrivoltaïques ou géothermiques telles qu'elles sont présentées dans le document annexé. D'autoriser Monsieur le maire à faire les démarches utiles et à signer tous les documents nécessaires. Des remarques sur ce rapport? Il y a eu des échanges, il y a eu une consultation publique. Eh bien, s'il n'y a pas de remarques particulières, je vous propose... Alors, ces zones d'accélération ne veulent pas dire que pour autant il y aura forcément ce type d'énergie. Et de la même manière, ce n'est pas parce qu'on les met qu'il n'y aura pas forcément autre chose. C'est plutôt une identification des lieux et des énergies que l'on souhaite éventuellement être développées ou potentiellement développées sur le territoire de la commune. Ça a été fait de concert avec l'agglomération pour présenter une cartographie qui soit homogène. Chez nous, on n'a pas trop la problématique, mais l'idée aussi, c'était de pouvoir partager entre les différentes communes, notamment celles qui sont quelquefois sur
des énergies telles que l'éolien, que les communes, surtout avoisinantes, soient un petit peu au courant des zones d'accélération des uns et des autres. Parce que si une commune voisine souhaite de l'implantation d'éoliennes alors que le voisin n'est pas trop partisan, l'idée étant c'est que ça soit partagé par les uns et les autres pour éviter d'éventuels déconvenus. Pas de remarques particulières, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Le point numéro 4, règlement du budget participatif 2024. Monsieur Pernier. Merci Monsieur le maire. Mes chers collègues, la municipalité déploie une politique globale de démocratie locale qui s'articule autour d'instances démocratiques favorisant l'engagement citoyen à tout âge et d'initiatives démocratiques qui tendent à remettre les habitants au cœur de la décision publique. Pour l'année 2024 et au regard des besoins exprimés chaque année, il est proposé de maintenir une enveloppe de 15 000 € au budget participatif qui sera inscrit au budget d'investissement. En parallèle, un règlement intérieur encadre le fonctionnement du budget participatif, dont les modalités de mise en œuvre des projets, de leur dépôt, vote des habitants jusqu'à leur réalisation. Il est proposé de le modifier à la marge pour assouplir le dépôt des projets autant que l'implication des mineurs. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé de valider l'affectation d'une enveloppe de 15 000 € au budget participatif, de valider la mise à jour du règlement intérieur et d'autoriser Monsieur le maire à signer tout document permettant sa mise en œuvre. Merci. Des remarques sur ce rapport? Non. Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y avait des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Donc rapport suivant, rapport numéro 5, rapport des orientations budgétaires. Madame Gultequin. Merci Monsieur le maire. Mes chers collègues, cette année, un plan d'action 2024 détaille par thématique l'ensemble des chantiers et missions à conduire pour l'année. Co-construit avec l'appui des services pour s'assurer de sa faisabilité, le plan d'action 2024 est une feuille de route commune qui affine pour l'année en cours des actions ciblées ou plus fines du programme politique général 2020-2026. Avec l'augmentation des tarifs énergétiques et la revalorisation du point d'indice des fonctionnaires depuis 2022, les investissements et l'action publique au sens large seront plus lourds à supporter. Toutefois, la municipalité souhaite maintenir le service public à niveau et le pérenniser en adaptant nécessairement les méthodes ou réinterrogeant les besoins et attentes des usagers. Nos services publics doivent aussi être pensés et ajustés pour tenir compte des besoins de notre population plus fragilisée ou plus vulnérable, en maintenant, au-delà de tout dispositif d'aide et du soutien au CCAS, une vie sociale et de loisirs gratuite ou accessible. Indépendamment des objectifs sociaux, les échanges en proximité permettent d'identifier plus facilement les fragilités des habitants pour mieux les soigner. Pour rappel, avant d'initier tout chantier d'envergure et pour amorcer ces projets dans les meilleures conditions, la municipalité avait conduit dès 2020 une analyse portant sur 3 axes. Diagnostic socio-économique de la ville, adapter les moyens et les champs d'action. Action publique, analyse des méthodes et des moyens. Inventaire patrimonial vers un schéma directeur de rénovation et d'optimisation et de mutation. La ville séquence depuis les chantiers et ses projets sur la durée du mandat et au-delà, intègre les capacités à faire et module les priorités. Par ailleurs, l'adaptation de l'organisation des services municipaux se poursuit avec l'implication de tous les services et des représentants du personnel. Outils et méthodes de travail s'ajustent régulièrement pour satisfaire à la fois les projets politiques, le service public en régulière mutation et pour gagner en efficacité et en qualité de travail pour les agents. Dès 2020, il est ressorti que notre patrimoine bâti nécessitait d'être remis en état, en conformité ou en sécurité. Une mise à niveau qui s'étale dans le temps pour pouvoir en supporter la charge logistique et financière en parallèle de nos projets politiques et prioritaires. Cette année, les premiers changements, mutations concerneront l'étude sur le déménagement du CCAS dans des locaux plus adaptés, impliquant la nécessité de l'adresse actuelle, la cession de l'adresse actuelle, l'étude sur le déménagement des services techniques et espaces verts dans les locaux plus adaptés en adaptant de fait notre organisation interne, dont le déménagement des services techniques site ferry. La modification des attributions de salles communales ou équipements sportifs pour optimiser les taux d'occupation et ou libérer des espaces. Le début des travaux dans la mairie pour optimiser les espaces de travail, l'accueil du public et la sécurité des agents. La poursuite de la mise en vente du château de Mont-Solévaude. Depuis le 1er janvier 2024 et après la fluctuation des tarifs du gaz, ce sont ceux de l'électricité estimés à
2,1% en moyenne, qui vont impacter le budget communal. En 2022 et 2023, la ville a activé un plan de sobriété, série d'engagements sur le chauffage, l'éclairage public et toutes les dépenses d'électricité et de gaz. La commune a d'ores et déjà atteint les objectifs du décret tertiaire pour 2030, à savoir une baisse de 40% de ses consommations d'énergie par rapport à l'année de référence 2012. Ce plan de sobriété se poursuit pour 2024 avec des mesures reconduites et adaptées qui permettront d'atteindre de nouveaux objectifs. Au 1er janvier 2024, les tarifs de l'électricité vont augmenter pour la collectivité en étant multipliés par 2,1. Au total, le coût des fluides comprenant l'électricité, bâtiments, éclairage public et feux de signalisation, le gaz, l'eau et le carburant est estimé à près de 890 000 €. C'est ainsi que l'augmentation inédite des frais énergétiques associés à l'impact de la revalorisation du point d'indice constitue des charges très lourdes qui pèseront durablement sur la section de fonctionnement et de la collectivité, obérant mathématiquement ses marges d'autofinancement. En l'état, le surcoût annuel estimé s'établit à plus de 600 000 € par an, soit près de 6% du budget communal. Un point sur le contexte budgétaire local et national, ralentissement de l'inflation, rebond de la consommation des ménages, ralentissement de l'emploi, rétablissement des finances publiques avec une réduction du déficit public de 4,4% du PIB en 2024, hausse des transferts financiers de l'État aux collectivités locales, prélèvement sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales, une DGF en légère hausse centrée sur la péréquation. Augmentation du FCTVA, soutien renouvelé en faveur de l'investissement local, aménagement de la fiscalité des logements sociaux, performance énergétique et exonération de taxes foncières sur les propriétés bâties, suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, baisse du plafonnement de la contribution économique territoriale, refonte de la valeur locative des locaux professionnels, revalorisation des bases d'imposition, généralisation des budgets verts, dettes vertes, afin de favoriser les investissements visant des objectifs environnementaux de transition écologique. Cet état mettra en lumière le montant de la part de cette dette dans l'endettement global. Globalement, les produits de fonctionnement passent au-dessus de la barre des 12 millions d'euros et s'établissent pour 2023 à 12 155 854 €, soit une progression de 2,93% par rapport à 2022, plus 9,28% par rapport à 2019. Moins de produits exceptionnels ont été encaissés sur l'exercice. Les produits de fonctionnement représentent en 2023 1 116 € par habitant pour Sainte-Savine contre 1 369 € par habitant pour la moyenne de la strate. Il est rappelé que les recettes de fonctionnement de la commune proviennent pour 67,78% des impôts et taxes, pour 24,43% des dotations et participations. Les produits des services ne représentent que 6,77%, soit 823 465 €. Les produits de fonctionnement, cette dernière catégorie de recettes revient à un niveau proche de celui constaté avant la crise sanitaire. Globalement, en 2023, les charges de fonctionnement, 10 539 662 € sont en progression, 832 327 €, plus 7,89% par rapport à 2022. Cela s'explique par les charges supplémentaires supportées par la collectivité en raison de l'augmentation des tarifs de l'énergie, ainsi que des revalorisations salariales. Elle provient en outre des charges supplémentaires consécutives à la reconstitution des équipes des services municipaux. On constate une amélioration durable de la situation d'endettement. Aucun emprunt n'a été contracté depuis 2015, restaurant ainsi les capacités d'emprunt de la collectivité. La situation de l'endettement conjuguée à l'évolution de l'épargne brute ces dernières années permet à la collectivité de financer son plan pluriannuel d'investissement tout en disposant d'une capacité d'emprunt nouveau. L'encours de la dette pour Sainte-Savine s'élève en 2023 à 125 € par habitant. En 2022, il s'élevait à 163 € par habitant, 800 € en moyenne par habitant pour les communes de la même strate. L'encours corrigé de la dette au 31 décembre 2023 s'élève à 1 361 462 €. La dette remboursée entre 2019 et 2023 représente 1 589 499 €. En 2023, 5 300 697 € de dépenses d'investissement ont été réalisées ou engagées pour être achevées début 2024. Le taux de réalisation des investissements réalisés et engagés est en 2023 de 79%.
Les recettes d'investissement 2023 hors épargne s'établissent à 1 041 187 € et se composent classiquement des recettes propres de la collectivité, 61 683 € de taxes d'aménagement, 392 107 € de fonds de compensation de la TVA, 1 826 € de produits de cession, 539 253 € de subventions d'équipement, 46 319 € de produits des amendes de police. L'épargne nette a été majoritairement mobilisée pour le financement des dépenses d'équipement à hauteur de 900 000 €. Sur le volet ressources humaines, les caractéristiques 2023, réflexion et poursuite de l'adaptation de l'organigramme, création d'un emploi référent ressources humaines spécialisé dans la gestion du temps de travail. Cet emploi a été pourvu au 1er mars 2023. Adaptation des stations de travail des agents, c'est poursuivi. Revalorisation du nombre de titres déjeuner alloués chaque année aux agents municipaux. Remise d'un bilan des actions RH menées en 2023 à l'ensemble des agents. Plus de 253 000 € d'investissement restent à réaliser, compris en outils de travail, parc automobile, informatique, logiciel métier, outils de travail. Poursuite de la dotation de vêtements de travail personnalisés adaptés aux missions. Mise à niveau des compétences des agents municipaux au titre des formations obligatoires. Habilitation technique et conduite d'engin. De nouveaux membres du CST ont été élus en décembre 2022 pour une installation en 2023 qui a permis d'amorcer un travail thématique sur des sujets majeurs. Ligne directrice de gestion, protocole du temps, volet astreinte, régime indemnisation, etc. Mise à disposition d'un local syndical équipé d'un poste informatique au rez-de-chaussée de la mairie. Sur réservation, les syndicats peuvent avoir accès à la maison des associations pour recevoir dans un local annexe à la mairie. Des panneaux d'affichage syndicaux sont en cours d'installation. Les effectifs de la collectivité croissent sur l'exercice 2023 avec 4 emplois titulaires et 4 emplois contractuels non permanents. Dans le même temps, les emplois contractuels permanents reculent de 6 postes. Les dépenses en personnel représentent 62% des dépenses de fonctionnement de la collectivité. Il s'agira pour l'année 2024 de continuer à les maîtriser au maximum. Les prévisions de dépenses relatives aux charges salariales, chapitre 012, sont estimées pour 2024 à un montant de 6 990 001 € contre 6 978 389 € prévus pour 2023 après décision modificative. Les actions 2024 en termes de politique RH. La formation des agents, mise à jour du plan de formation du personnel municipal définissant les objectifs de la commune en matière de formation professionnelle des agents en fonction de leurs attributions. Les thèmes prioritaires permettent à ces agents de conforter leurs compétences et de s'adapter au changement de leur métier. Prestations sociales, subventions octroyées au comité des œuvres sociales pour un montant de 15 000 € versés en 2023. L'adhésion au CNAS, 47 790,03 €. Participation au financement des titres restaurants de 50 unités par an. Attribution de 2 logements de fonction pour nécessité absolue de fonction. Protection sociale complémentaire. La collectivité déloque 20 005 € par an pour la participation à la protection sociale complémentaire santé. Il est prévu l'augmentation de la participation employeur de 5 € pour 2024, portant l'aide à 20 €, ce qui représente une enveloppe complémentaire de 3 060 €. Gestion du temps de travail, poursuivre le déploiement du décompte automatisé du temps de travail pour l'étendre à l'ensemble des services. Le protocole du temps est régulièrement ajusté pour s'adapter au plus près des exigences et contraintes de fonctionnement des services. Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, l'accompagnement personnalisé des agents dans leur évolution professionnelle ou les transitions professionnelles, le suivi des effectifs, qui favorise notamment la transmission des savoirs et compétences, le développement de la mixité via le rajeunissement des équipes et enfin les projections sur les départs en retraite et l'accompagnement des agents dans la préparation de leurs demandes sont particulièrement étudiés dans le contexte actuel. Pour 2024, il est proposé d'engager 6 066 446 € d'investissement, tenant compte d'un reste à réaliser 2023 important de 1 370 228 €, mais moindre que les années précédentes. 968 959 € pour l'animation de la vie locale, 877 634 € pour l'aménagement du territoire, 524 500 € pour le patrimoine bâti, 253 415 € pour l'administration générale, 17 910 € pour la culture, 37 305 € pour les actions éducatives.
1 948 087 € pour les autorisations de programme, dont Dolto, la DAP, l'Art déco, les écoles, l'église et la médiathèque. Le besoin de financement est assuré par la mobilisation de l'autofinancement à hauteur de 3 168 000 € et un emprunt à hauteur de 1 075 000 €. Les études réalisées courant 2022 et poursuivies en 2023 permettent d'envisager aujourd'hui la création de nouvelles autorisations de programme pour le suivi des opérations phares, transformation de la friche des anciens bassins en tiers-lieux inclusifs et solidaires. Pour 2024, le solde du besoin de financement est assuré au moyen de la mobilisation de l'autofinancement à hauteur de 3 168 000 € et un emprunt à hauteur de 1 075 000 €. L'épargne nette prévisionnelle pour 2024 reste estimée à 600 000 €. Cet effort de planification préalable des programmes d'investissement doit permettre à la collectivité de tendre vers plus de performances de gestion à plusieurs niveaux, dégager les plans de financement prévisionnels des différents programmes d'investissement préalablement à leur budgétisation effective, compte tenu des délais de présentation des dossiers de demande de subvention, intégrer les délais d'études et de procédure pour une budgétisation sur chaque exercice plus en adéquation avec les capacités réelles de mobilisation des crédits, envisager le phasage des opérations d'investissement récurrents et de mise à niveau des installations dans une perspective de moyen et long terme correspondant à une démarche de lissage pertinente de ces charges pour assurer à la commune un développement optimal. Un emprunt annuel de 1 075 000 € à compter de 2024, puis de 1 063 000 € en 2025, entre 1 800 000 et 2 millions d'euros par an sur la période 2026 et 2029. L'annuité de la dette serait relativement stable de 500 000 à 649 000 € sur la période de prospective. Elle correspondra alors à 59 € par habitant contre 46 en début de période et passe en deçà de la moyenne de la strate qui s'établit actuellement à 104 € par habitant en 2022. Une mobilisation de l'autofinancement à hauteur de 3 168 000 € pour 2024, l'excédent global de clôture de l'exercice est important en début de période d'analyse en raison du faible niveau d'exécution budgétaire des exercices antérieurs. Il était en effet de 6 981 366 € pour l'exercice 2021 et 5 872 706 € en 2022 et 4 168 903 € pour 2023. Des marges d'investissement confortables sont en conséquence disponibles pour la mandature. L'excédent global de clôture reste satisfaisant à 1 million d'euros entre 2025 et 2029. Aussi, après avoir pris connaissance du rapport de présentation sur les orientations budgétaires pour le budget 2024, il est proposé au Conseil municipal de prendre acte de la tenue du débat sur les orientations générales du budget 2024. Merci. Avant, alors, il y avait dans le petit slide, je crois qu'il y avait une petite coquille à un moment donné sur le. Il fallait bien entendre et lire un x2,1 au lieu de plus 2,1%, c'est le x2,1 sur la question de l'électricité. Voilà, ce qui est un peu plus cohérent. Ça va, c'est une problématique de signes. Si ce n'avait été que plus 2,1%, on aurait aimé, hein, même si ça aurait été nuance, on aurait bien aimé. Mais non, c'est pas la même, mais effectivement c'est ce qui impacte. Et puis juste un petit point de complément sur la partie page 23, puisque ça s'est décidé il n'y a pas très longtemps, c'est la participation employeur concernant la protection sociale complémentaire qui a été évoquée à 5 €, qui passera plutôt à 10 € suite à des échanges avec les organisations syndicales, ce qui est logique, et on a validé la proposition. Donc c'est des petits éléments de détail et d'actualité. Un petit point très rapide de ce qui avait été évoqué sur la question du plan d'action, et l'idée c'est de ne pas le faire le listing là ce soir, mais en tout cas toutes les thématiques et toutes les délégations ont été reprises, et l'idée c'est de pouvoir mettre noir sur blanc le plan d'action 2024. Bon, il y a différents tableaux, et donc tous les élus, les élus avec les services, il y aura des échanges pour qu'on puisse tenir la feuille de route au regard des différents travaux et des différentes actions qui seront amenées. Donc voilà, ça sera partagé ensuite en codir avec les différents services et puis les élus référents. Et donc je laisse place maintenant au débat. Monsieur Moser.
Bien, j'espère que les élus de l'opposition auront aussi la même information sur le plan d'action, et éventuellement que la majorité, pas seulement. Bon. Je vais faire quelques remarques, je vais aussi poser des questions, bon, pas trop longtemps. Je commence d'abord par, bon, c'est surtout la politique d'investissement, bien sûr, qui est importante dans un débat d'orientation budgétaire, et les moyens qu'on estime pouvoir mettre derrière sur le court terme, le moyen terme, voire quelquefois le long terme. Donc, d'abord, des besoins de précision, mais que vous ne pourrez pas forcément m'apporter ce soir. Dans les investissements les plus marquants pour 2024, vous parlez d'un plan d'opération coût de propre et coût de neuf de l'espace urbain. J'avoue que je ne sais pas trop en quoi ça consiste. C'est de pouvoir, c'est aussi sanctuariser, c'est comme on l'avait fait aussi à un moment donné sur la place Flon, c'est de faire des opérations, des fois coup de poing, notamment quand on a des zones en fait avec du stationnement unilatéral ou autre, de pouvoir débloquer en tout cas de faire une opération entre guillemets coup de propre, mais qui mobilise un peu plus les services que l'entretien régulier, et puis de solliciter aussi sur les services, au-delà des grosses opérations, voilà, des choses un petit peu plus du quotidien, voilà, c'est de remettre en peinture un certain nombre de choses, donc de s'attacher quand même aux choses du quotidien, et puis quelquefois de faire des opérations vraiment identifiées et fléchées, au-delà du basique, fléchées et zonées sur un quartier, une rue ou autre. Donc bref, des travaux qui ne font pas partie du quotidien vraiment, enfin pas l'entretien de base, mais des travaux qui vont répondre à un besoin à un moment donné, etc. D'accord, je comprends mieux. Vous parlez de la poursuite du plan école. Bon, c'est vrai que le plan école, vous en avez parlé depuis le début du mandat, etc. Est-ce qu'on pourrait avoir, peut-être pas ce soir, une information précise sur le plan école, puisque c'est pas facile à traiter, pour vous aussi sûrement. Est-ce qu'on pourrait avoir quelque chose qui nous précise plus les travaux prévus pour chaque école, le séquençage, l'agenda, parce qu'on sait bien que tout ça, ça va prendre du temps. Mais c'est vrai que le plan école, on en parle depuis un bout de temps, mais on n'a pas des travaux précis. On sait là que ça va commencer à Aubrac, je crois, pour 2024. Bon, j'espère qu'on aura l'occasion d'avoir des précisions sur le court terme, bien sûr, mais sur le moyen terme. Sur les travaux écoles, parce que ça représente quelque chose de très conséquent. Donc, j'aimerais bien, nous, on aimerait bien être informés plus précisément de tout ça. Bon, les premiers travaux de la piscine concernant les bâtiments et les bassins, vous l'avez évoqué le sujet ce soir. Donc, c'est bien, c'est une première approche. En ce qui concerne l'éclairage urbain, vous dites que théoriquement, fin 2024, l'ensemble de la rénovation d'éclairage urbain est terminé. C'est ça ? Qu'est-ce qui reste à faire en LED notamment ? La dernière phase sur laquelle le syndicat a pris du retard, puisqu'il s'était engagé, et c'est fait l'objet aussi d'une discussion avec le SDEA, puisqu'il s'était engagé à finir en fait le phasage pour l'exercice 2023. Et donc normalement, il y a la dernière phase là qui est en cours, et donc c'est d'ici quelques semaines, quelques mois, mais avant la fin du premier semestre, ça sera fini, et ça fait l'objet de discussions avec le syndicat sur le retard et l'éventuel impact lié au retard du déploiement. Au témoin d'un doute, l'avenue Gallieni se fera en dernier ou elle est faite ? Je ne sais plus. Ça fait partie des... Alors après, c'était pas forcément l'avenue... Enfin, le séquençage n'est pas forcément sur l'ensemble du linéaire. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ont déjà été faites, et il y a encore des choses qui restent à faire. Ouais. D'accord, non, mais ça, ce sont des questions. Ça va avec les investissements et le suivi des perspectives. Qu'est-ce que j'ai encore de ce point de vue-là ? Rien. Les premiers travaux de la médiathèque, bon, ça, on ne sait pas trop ce que c'est, mais pour l'instant, ce sont des petits budgets, donc on n'est pas encore dedans. M'a aussi intrigué l'étude sur le déménagement du CCAS.
Je pense que vous n'avez pas de précision là-dessus, puisqu'il faut faire l'étude. Ça veut dire que c'est un bâtiment du patrimoine donc, municipal qui va plus servir à accueillir des bureaux, etc., que vous pensez cesser, vendre. Mais ça veut dire... Céder. Céder, oui. On ne c'est une cesse pas le cession, CCS, mais on pourra peut-être potentiellement céder le bâtiment. Alors, je vais répondre. Est-ce qu'il y a une hypothèse d'autres types de bâtiments Alors, je vais répondre déjà sur les différents points. Alors, sur la partie plan école, il y a le recrutement de la maîtrise d'œuvre. On avait fait quand même, pour rappel, un point d'information sur la stratégie et le phasage. Donc, en fait, là, la question du phasage, la question d'Aubrac. On aura ensuite la question de Berniol, donc avec notamment le lancement de la maîtrise d'œuvre. Donc, sa séquence, et de toute manière, on l'avait dit, il y aura forcément une forme de priorisation aussi dans le temps, puisque tout ne pourra pas être fait de suite, sachant que, pour rappel, pour remettre l'ensemble des écoles à niveau, le premier chiffrage qu'on avait eu, c'était 15 millions d'euros. Donc, forcément, si on pouvait, on ferait tout en même temps. Alors, mais l'idée, voilà, c'est de dire, par rapport, en fait, sur la question d'Aubrac, notamment la question de l'organisation, de l'énergie, etc. Voilà, c'est des choses qu'on doit travailler avec effectivement la question de la copropriété. Et puis, donc les deux équipements prioritaires en phasage et sur lesquels on avance sont Aubrac et Berniol. D'accord. Parce que si vous voulez, ce serait bien d'avoir quelque chose, une esquisse de planification qui nous permet de savoir, bon, c'est tel type de travaux là. On a privilégié cette école-là pour telle approche par rapport à l'autre dans le temps, sachant qu'effectivement, ça va vous prendre des années. Mais je crois quand on avait présenté le plan école, c'est ce qu'on avait esquissé par rapport aussi aux problématiques des différents bâtiments, des contraintes. Là, une copropriété, là, une possibilité de foncier, un bâtiment qui peut, par exemple pour Guingouin, qui a du plus et du moins, mais en tout cas qui peut être traité d'une certaine manière. Donc ça avait été évoqué. Après, on pourra refaire un petit point d'actualité sur les dossiers. Voilà. Et puis, à l'issue aussi de la maîtrise d'œuvre, notamment pour Berniol, on aura aussi un peu plus de visibilité sur la partie calendaire opérationnel. Voilà, tant qu'on n'a pas le retour. Madame Kim, quand on parle des écoles. Oui. Non, peut-être Monsieur Herman, il pourra nous dire. On attend une première ébauche pour le fin juin, je crois, si je ne me trompe pas, vous me dites, pour Aubrac. On ne va pas lui demander de... Non, mais de toute façon, je comprends que vous ne puissiez pas me donner de réponse ce soir, bien sûr. Mais c'est vrai qu'on a besoin quand même, pour pouvoir être au courant, pour pouvoir suivre plus facilement, on a besoin de repères et de choses qui bornent un peu plus précisément. Même si ce n'est pas facile à faire, parce que c'est une action qui va durer... que vous dites prioritaire, mais il y a tellement d'actions prioritaires, j'y reviendrai tout à l'heure, qu'on ne sait plus trop où sont les priorités. Et on a besoin, vous êtes dedans toute la journée, nous, on n'est pas dedans, et on a besoin de repères et d'avoir une vision plus précise des années qui viennent. Ça fait d'ailleurs, c'est tout à fait l'objet du DOB. Autre question aussi, du même type, mais qui est importante. J'ai vu que, d'une part, vous prévoyez à peu près 100 000 euros de travaux dans les ateliers municipaux, mais que plus loin, vous envisagez le déménagement des ateliers avec une prospective à court terme de 660 000 euros. Alors, voilà, c'est une étude qui va se faire aussi, ou c'est quelque chose qui avance, parce que vous faites à la fois des travaux à court terme, là, tout de suite, parce que c'est sûrement nécessaire dans les ateliers. Je sais bien que les ateliers avaient besoin d'être pris aussi, mais vous parlez de déménagement. Alors, pour la partie atelier, ça fait partie d'études qui devront être menées. Alors, il y a sans doute un peu de travaux, et il y a aussi des questions d'études pour aussi savoir quid des ateliers, puisqu'en fait, là aussi, on a une problématique de mixité. Sur Ferry, notamment, c'est pas forcément le meilleur lieu. On a la CGE aussi, et donc l'idée, c'est de pouvoir, à un moment donné, peut-être redispatcher les services techniques sur un autre site. Et donc là, ça fait partie de la réflexion. C'était ma deuxième question. Que devient là-dedans et où en est le bâtiment de la CGE parce qu'on sait bien que ce n'est pas évident tout ça. Il fait partie de la réflexion. Voilà. D'accord. Bon, j'espère qu'on aura des éléments de plus en plus concrets dans les mois ou les années qui viennent.
Pourquoi je pose toutes ces questions? Parce que, je vous dis, si on faisait la liste comme ça, là où on en est, nous, de notre état d'information et de compréhension des choses, si on faisait la liste de l'ensemble des projets, l'ensemble des études, l'ensemble des travaux qui sont soit projetés, soit étudiés, soit déjà en cours, etc., vous avez une liste où il est très difficile de s'y retrouver. C'est clair, c'est vraiment un éventail très très large. Et donc, se pose quand même pour moi, et c'est une question, c'est tout, je sais qu'il n'y a pas de réponse possible, pour moi la question pour arriver à prioriser certains travaux par rapport à d'autres, certains projets par rapport à d'autres, entre la piscine, enfin bon, je ne vais pas les citer, mais j'y arriverai pas. Je pense que je ne suis pas sûr, je me pose la question de savoir si vous arrivez à bien maîtriser tout ça, parce que ça me semble très difficile. Ça me semble, non, mais c'est pas une question, c'est pas une remarque désagréable que je veux faire, mais pour moi, c'est une vraie problématique. En fait, il y a des choses des fois qui peuvent se déployer de manière simple. Ouais, il y a des fois des équipements qui se déploient de manière simple. Il y a d'autres équipements tels que les écoles qui nécessitent un peu plus d'ingénierie, de réflexion. Il y a des choses qui sont lancées, mais qui peuvent avoir une vie aussi un petit peu plus longue que d'autres. Pour autant, en fait, c'est le parti pris, c'est de lancer un certain nombre de choses. Quelquefois même, ne serait-ce que d'avoir des études, pour aussi, quand il y a des leviers financiers activés, parce que souvent, en fait, de plus en plus dans les politiques des dispositifs de financement, souvent, ça passe par appel à projet. Et si vous n'avez pas un dossier dans les cartons, quelquefois, vous loupez l'éventuel financement. Donc, c'est aussi de lancer un certain nombre d'études pour être en capacité aussi de sortir du carton, ou en tout cas d'être prêt le moment où. Et donc, il y a la phase des études, il y a la phase de choses opérationnelles, donc notamment la partie du plan d'école, du plan école et du site de la piscine. C'est des choses sur lesquelles on va avancer cette année. Sur la partie des services techniques, c'est plutôt encore de la réflexion, puisqu'il y a aussi la question à la fois de foncier, d'optimisation, de beaucoup de choses, puisque quand on parle de la CGE, on est aussi sur un site qui a des intérêts et des inconvénients, mais qui peut avoir des inconvénients qui peuvent peut-être se lever à moyen terme. Donc voilà, c'est aussi des choses et des réflexions qu'on doit mener. Et il faut qu'on les mène maintenant, en fait. Si on attend de réaliser petit à petit les choses, en fait, on n'y arrivera jamais. Donc, c'est plutôt de commencer à avancer sur un certain nombre d'études avec des éléments qui seront déclinés de manière opérationnelle et puis d'autres qui peuvent aussi un petit peu prendre un peu plus de temps selon les cofinancements, selon les capacités aussi à pouvoir suivre les dossiers. Mais j'avoue qu'effectivement, il y a un certain nombre de choses qui sont lancées, mais qui toutes revêtent un caractère d'urgence. Et quand on parlait aussi, je ne sais plus si ça avait été mis dans le ROB, mais la question énergétique. Voilà, travailler sur projet d'autoconsommation, donc c'est des choses aussi qui ont été menées en lien avec les services techniques et puis conseils en énergie partagée pour aussi, sur le bâtimentaire de la collectivité, de voir ce qui pourrait être aussi déployé. Et ça, c'est des choses qui sont aussi importantes et urgentes. Oui, et oui, justement, c'est d'où la difficulté de prioriser. Et donc, c'est la question de la difficulté de prioriser, mais il y a des choses en fait sur lesquelles on doit forcément avancer aussi pour Oui, d'accord. C'est pas un reproche d'avoir pas faire une étude ou de dire il y a des projets. C'est pas un reproche du tout. Mais simplement, on en est déjà en prospective à 2029. Donc, je ne sais pas quand on va atteindre non pas le prochain mandat, mais celui d'après pour arriver à tout ça. Mais on peut se poser. C'est vrai que on peut se poser des questions, quoi. C'est quand même pas rien. C'est normal qu'il y ait une projection. Bon, après, pour la maîtriser, c'est difficile. On ne maîtrise pas tout. Voilà en ce qui concerne tout ce qui est projet plutôt. Autre remarque qui est plus sur le financier, sur l'évolution de la chaîne de l'épargne. Donc, vous dites que l'épargne nette 2023 est de 1 198 773 € et qui est une épargne confortable par rapport à celle que vous citez de 2017 qui était que de 977 740 €. Donc, ça veut dire... alors, je me pose la question de savoir pourquoi vous avez choisi l'année 2017. Je ne sais pas si vous pourrez me répondre directement, monsieur le maire. Parce que toute l'année qui fait référence dans vos comparaisons par rapport à vos projections, c'est 2019.
Or, en 2019, l'épargne nette était de 1 840 989 €. L'écart n'est pas le même. Vous comprenez ma question? Alors, chaque année, par exemple 2017, effectivement, il y avait les travaux de l'Art déco. C'est pour montrer aussi la question de, au regard d'investissements qu'on pourrait juger lourds et structurants pour notre collectivité, de se dire aussi la capacité en termes d'épargne qu'on devra aussi le plus conserver, le conserver le plus possible, mais au regard des investissements qu'on aura en face. Voilà. Après, c'est une année de référence. Oui, de temps en temps, il vaut mieux prendre 2017 que 2019, je peux comprendre. Mais ça m'interroge. Chaque année, en fait, est différente. On peut prendre du 2020, oui, du 2021. Enfin, là, c'est 2019 est la référence pour beaucoup de choses. Pas pour celle-là. Bon, c'est tout. C'était une simple remarque. En ce qui concerne les perspectives 2024-2029, vous prévoyez une augmentation des charges de fonctionnement, des charges, de plus 5,8% en 2024. Et puis à partir de 2025, on tombe à 1,7% sur toutes les années suivantes jusqu'en 2029. Bon, ça c'est le processus du tableau. On sait que c'est fluctuant et que c'est une projection. Est-ce que c'est vraiment réaliste? Est-ce que ça veut dire qu'en 2025, il n'y aura plus d'augmentation de masse salariale, il n'y aura plus d'inflation aussi forte, il n'y aura plus des problèmes du coût de l'énergie, etc. Moi, je trouve que, là... je sais que c'est pas facile, je suis pas devin non plus, mais par exemple, entre 2022 et 2023, l'augmentation a été de 7,8%. Et on sait pourquoi. Là encore, c'est pas un reproche, l'augmentation. Vous n'y pouvez rien. Mais, ou pas grand-chose, sauf ce que vous décidez de faire en interne, et ça, c'est normal. Donc voilà, ça me semble peu réaliste, ou en tout cas très optimiste. Pour l'instant, parce qu'on ne sait pas du tout ce qui nous attend et ce n'est pas simple. C'est une simple remarque. Je poursuis. En matière de dépenses d'investissement, là c'est une question, mais j'ai bientôt fini, rassurez-vous. Vous chiffrez l'investissement prévu pour 2024 à 6 66 446, avec un report 2023 de 1 370 228. Non, j'ai bien repris les chiffres, j'ai fait attention. Or, ça veut dire qu'il reste donc à investir pour 2024, ce que vous prévoyez, 4 696 218. Je retire le report, ça me semble correct. Je vois que Madame la DGS opine du chef, donc je ne suis pas dans l'erreur. Pour financer, vous mettez en face l'autofinancement à hauteur de 3 168 000, ce que vous avez dit tout à l'heure, et un emprunt à 1 75 000. Le problème, c'est que ça ne couvre pas tout, puisqu'il manque 453 218, pour être précis. Vous le financez comment, la différence? Vous la financez comment? Avec l'épargne nette de 2024, qui sera vue qu'à la fin? Vous parlez aussi de la vente du château de Monceau, mais ça, c'est le miracle qu'on attend tous et qui pourra permettre de faire des choses. Mais là, je me suis dit, pourquoi il y a un tel écart et comment on le finance? Ça fait 500 000 balles presque de différence. Ah pardon, non, vous attendez la réponse? Non, mais je sais que vous ne pouvez pas la donner maintenant, voilà. Voilà sur la partie, en fait, sur le delta qui vous manque pour bouclage, c'est du reste à réaliser en termes de recettes. Voilà. Ah, d'accord. Du reste à réaliser en termes de recettes. Et sur le vente du château, elle était plutôt budgétée, elle est plutôt dans les estimatifs de rentrée en 2025. Oui, pas facile. Donc, on a des choses, mais on attend le bon prix. Voilà, donc voilà les remarques que j'avais à vous faire, les questions que j'avais à vous poser. J'en ai terminé. Merci. Madame Zels. Merci, monsieur le maire. Bon, moi, j'étais un peu inquiète il y a quelques mois en arrière parce que je trouvais que vous aviez beaucoup de choses à faire. On sait pourquoi. Il y a l'entretien des écoles, du patrimoine qui a subi quand même un long retard. Et je vois par rapport à la lecture aujourd'hui des orientations budgétaires que vous avez bien lissé les choses.
Donc, c'est construit avec prudence, donc ça me semble important au jour d'aujourd'hui, parce qu'effectivement, on ne sait pas encore ce que demain réserve. Et donc, on est tous obligés de faire attention dans la gestion des collectivités, parce que franchement, on a aussi des surprises qui nous arrivent de temps en temps de la part du gouvernement qu'on n'attend pas. Donc, il faut faire avec, mais là, je vois qu'effectivement, c'est bien lissé sur le temps et que vous êtes prudent, donc c'est plutôt rassurant, et que vous n'augmentez pas la pression fiscale sur les habitants. Donc ça, félicitations, il n'y a pas d'augmentation d'impôts encore cette année, donc ça, il faut quand même le souligner, c'est quand même très important pour les Saviniens. Donc, je pense que vous avez raison de bien programmer les choses les unes après les autres. Sur les subventions, soyez aussi prudents, parce que toutes les collectivités ont toutes, elles aussi, à regarder leur financement. Donc, mais en tout cas, moi, ça me semble un budget tout à fait, des prévisions budgétaires tout à fait correctes. Je voulais le dire. Merci. D'autres interventions? Eh bien, je vous propose d'acter, si vous en êtes d'accord, qu'il y a bien eu débat concernant les orientations budgétaires. Donc, est-ce qu'il y a des personnes qui sont, alors je ne sais pas comment formuler ça, qui ne pensent pas qu'il y a eu débat? Est-ce qu'il y a des personnes qui s'abstiennent? Bon, tout le monde a pu constater qu'il y a eu débat et je vous en remercie. Donc, rapport suivant, rapport numéro 6, convention de moyens, plan communal de sauvegarde et convention avec la protection civile. Monsieur Menra. Merci, monsieur le maire. Mes chers collègues, le plan communal de sauvegarde, ou PCS, est un document opérationnel visant à gérer une crise de sécurité civile sur une commune. Le PCS est réalisé à l'échelle communale sous la responsabilité du maire pour planifier les actions des acteurs communaux de la gestion des risques, les élus, agents municipaux, bénévoles, entreprises partenaires, en cas d'événements majeurs, naturels, technologiques ou sanitaires. Le PCS permet d'organiser et de formaliser des procédures et des moyens d'action existants. Il est prévu de l'actualiser et d'acter une convention d'objectifs et de moyens avec l'association Protection Civile 10 pour une durée d'1 année. Cette convention détermine le concours que peut apporter la protection civile dans le cadre de la mise en œuvre du plan communal de secours, notamment par la mise à disposition de personnel bénévole et des matériels associatifs pour mener des actions de vigilance avant la survenance de la crise ou assurer la gestion de la crise jusqu'au rétablissement de la situation. En contrepartie, la commune prendra à sa charge le soutien logistique des bénévoles engagés, les repas, l'hébergement, le carburant, ainsi que les consommables réellement utilisés pendant la crise, tels que les kits d'hygiène des populations, par exemple. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé d'approuver les termes de la Convention, d'autoriser Monsieur le maire à faire les démarches utiles et à signer tous les documents nécessaires. Merci. Des remarques? Non. En tout cas, merci Thierry pour l'implication sur ce dossier. Eh bien, je vous propose de... Et puis Aurélie également, hein, parce qu'on a quand même pris un petit peu de retard. Et effectivement, la convention avec notamment la protection civile nous permettra d'être en capacité de pouvoir répondre en cas de crise, ce qu'on n'espère pas voir venir, mais en tout cas, ça nous permet de nous donner les moyens. Donc, est-ce qu'il y avait des votes contre, des abstentions? Eh bien, adopté à l'unanimité, et ce qui nous permettra de signer ça dimanche. Et donc, rapport suivant, le rapport numéro 7, convention avec le centre de gestion de l'Aube, à propos des archives, renouvellement de la convention, Monsieur Huard. Merci Monsieur le maire, mes chers collègues. La convention de mise à disposition d'archivistes entre le centre de gestion de la fonction publique de l'Aube et la commune de Sainte-Savine, signée le 14 février 2020, est arrivée à terme le 31 décembre dernier. Il vous est proposé de la renouveler pour la période 2024 à 2026. Cette convention définit les conditions techniques et financières de la mise à disposition d'archivistes dans le cadre de la loi du 26 janvier 1984. Son contenu reste identique à la précédente. Le tarif appliqué est de 40 € de l'heure. Aussi, mes chers collègues, il est proposé d'approuver les termes de la convention 2024-2026, d'autoriser Monsieur le maire à faire les démarches utiles et à signer tous les documents nécessaires.
Merci. Des remarques sur ce rapport? Non. Eh bien, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y avait des votes contre, des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Donc, rapport suivant, rapport numéro 8. Donc, l'avenant à la convention avec la SPL X Urba, Monsieur Huard. Merci Monsieur le maire, mes chers collègues. La société SPL XDMAT propose une application supplémentaire à celle déjà souscrite par notre collectivité. L'application Xurba propose un guichet numérique des autorisations d'urbanisme. Les pétitionnaires peuvent saisir en ligne leurs demandes et le service instructeur peut les traiter et assurer le suivi jusqu'à la production de l'arrêté de décision. Les fonctionnalités sont les suivantes. Génération du récépissé de dépôt, contrôle des pièces du dossier, consultation des services, génération d'une proposition d'arrêté, extraction des données pour l'envoi à Citadel pour le suivi des taxes d'aménagement. La commune pourra également bénéficier d'une assistance technique de proximité. L'application Xurba pourra être interfacée avec l'application Xcésar qui permet d'envoyer gratuitement pour les 50 premiers envois par an les documents en suivi ou en recommandé électronique. Le tarif annuel de l'application Xurba est de 240 € hors taxe, correspondant à 20% de la cotisation annuelle de base. Pour bénéficier de cette application supplémentaire, un avenant est proposé à la convention de prestations intégrée renouvelée depuis le 31/12/2022 pour 5 années avec la société SPL XDMAT. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé d'adhérer au service Xurba, d'autoriser Monsieur le maire à signer l'avenant de la convention de prestations intégrée SPL XDMAT relatif à la mise en œuvre de ce nouveau service, de prévoir les crédits correspondant au budget primitif 2024, d'autoriser Monsieur le maire à résilier l'actuel contrat d'hébergement et de maintenance du pro-logiciel GNAU d'Oxalis et de sa base de données associée avec le prestataire Opéris. Oui, il y a toujours plein de sigles, d'acronymes, etc. Merci Gérald. Donc effectivement, l'avenant en fait avec l'avenant de convention avec la contractualisation au service Xurba nous permettra aussi de pouvoir aussi utiliser le service commun 3 Champagne Métropole sur l'autorisation de droit des sols. Et ça nous permettra, nous aussi, de sécuriser le service, puisqu'en fait, jusqu'à présent, on était adhérent du service, mais on avait des problématiques de flux logiciels. Et comme TCM utilise ou va utiliser Xurba et on aura la même plateforme, ça nous permettra aussi de sécuriser notre activité urbanisme. Voilà le petit élément d'explication complémentaire. Est-ce qu'il y avait des remarques sur ce rapport? Non. Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y avait des votes contre, des abstentions? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Rapport numéro 9, tableau des emplois avec la mise à jour du tableau. Monsieur Bernier. Merci Monsieur le maire. Mes chers collègues, le conseil municipal fixe l'effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services. Il convient de toiletter le tableau des emplois. Sont concernés la modification de l'emploi de technicien informatique à compter du 1er mars, portant sur l'élargissement des statuts par lesquels le poste pourra être pourvu, et la modification de l'emploi de responsable du guichet unique d'accueil à compter du 1er mars également, portant sur l'élargissement des statuts par lesquels le poste pourra être pourvu. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé d'adopter la proposition du maire, d'inscrire au budget les crédits correspondants et de modifier le tableau des emplois tenant compte des modifications ci-dessus. Merci. Est-ce qu'il y avait des remarques sur ce rapport? Non. Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y avait des votes contre, des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Donc rapport suivant, rapport numéro 10. Toujours Monsieur Bernier. Mes chers collègues, depuis novembre 2020, la collectivité participe à hauteur de 10 € par mois et par agent pour le risque prévoyance et de 10 € par mois et par agent pour les contrats santé labellisés. Une première revalorisation en 2022 portée à 15 € par mois et en concertation avec les agents et représentants du personnel. La collectivité souhaite renforcer la participation employeur à leur garantie santé. Alors le maire du coup a teasé un petit peu tout à l'heure, donc ce ne serait pas 20 € mais 25 €, c'est-à-dire une augmentation de 10 € par an. Donc entendu que cette revalorisation s'appliquera à compter du 1er mars. Donc un recensement en parallèle est programmé, on l'avait vu en commission, pour connaître les raisons pour lesquelles les agents ne bénéficient pas tous de cet avantage ou ne seraient pas couverts tout simplement par une complémentaire santé. L'étude d'un contrat globalisé au municipal est prévue
rapidement, en tout cas pour sécuriser les situations des agents. Donc la prise en charge reste maintenue à 15 € par mois en contrepartie et par agent pour le risque prévoyance. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé de revaloriser la participation financière de la collectivité dont le montant versé ne pourra toutefois excéder celui de la cotisation ou de la prime due par l'agent, avec une prise en charge d'un montant de 25 € par mois et par agent, et de rester à 15 € par mois et par agent pour le risque prévoyance, d'appliquer cette revalorisation à compter du 1er mars et d'inscrire les crédits nécessaires au budget. Merci. Effectivement, donc, ça fait suite à des échanges qu'on a pu avoir dans le cadre du CST. Et l'idée, c'est de pouvoir aussi, puisque finalement, on a pas mal d'agents qui ne bénéficient pas en fait, de la protection sociale complémentaire, en tout cas, qui ne souscrivent pas peut-être à une complémentaire santé labellisée. Donc, est-ce que c'est parce que le conjoint ou la conjointe est déjà couvert, et donc il y a une complémentaire santé de couple, donc il y aura une étude qui sera menée pour avoir des éléments d'identification sur un non-recours à la complémentaire santé. Donc ça a été validé aussi avec les syndicats. Et puis là aussi on avait pris au niveau de Sainte-Savine un petit peu les devants, puisqu'il y a dans 1er janvier 2025 de mémoire, se posera la question de la protection sociale complémentaire pour l'ensemble des collectivités locales, territoriales, et puis aussi les administrations d'État. Donc pas de remarques sur ce rapport. Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y avait des votes contre, des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Et donc rapport numéro 11, donc protocole d'accord transactionnel, Monsieur Bernier. Merci Monsieur le maire. Je ne vais pas lire tout le rapport, juste pour faire simple, il y a l'utilisation du COSEC est soumise à redevance par le lycée. Jusqu'en 2020, il y avait une exonération en contrepartie de participation de la région aux travaux de rénovation. 2020 et 2021, le lycée n'a pas versé de redevance. Donc on a essayé de les approcher pour négocier une contrepartie de cette redevance en échange d'une subvention à l'équipement, notamment pour la salle de musculation. En l'absence de toute réponse de la région, malgré mes nombreuses sollicitations et diplomatie, on n'a pas abouti à s'entendre. Donc on propose de mettre en place un protocole d'accord transactionnel. Alors ils sont perdants parce qu'on s'est entendu sur 30 000 € de subvention. Et la facture sera une application stricte et simple de la facturation pour ratiser aux charges de fonctionnement et au taux d'occupation du lycée sur ces 2 années, qui se montent à 56 439 €. Donc ça sera des recettes supplémentaires, tant pis pour eux. Et s'ils ne souhaitent pas signer l'accord, le protocole d'accord, nous saisirons la préfète pour faire un mandatement de paiement d'office. Voilà. Le message est passé. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé d'autoriser la signature d'un protocole actant le versement de la compensation financière due par le lycée Édouard Herriot en contrepartie de l'utilisation des installations sportives communales pour 2 années scolaires, de fixer une indemnisation forfaitaire à hauteur de 50 439,39 € et d'autoriser Monsieur le maire à signer le protocole d'accord transactionnel et toutes pièces utiles. Et je précise juste que ça servira, alors c'est pas un jeu d'écriture comme ça, mais à rénover à 100% la salle de musculation à hauteur de 90 000 €, qui sera utilisée en grande partie par les élèves du lycée Édouard Herriot et donc indirectement par la région, aux seules charges de la collectivité. Merci. Monsieur Moser. Oui, concernant la convention, vous faites un bon travail. Là, nous, on a vu la différence, la difficulté à travailler avec la région Grand Est quand on est passé de Champagne-Ardenne à Grand Est. Autour du lycée, c'était pas simple. C'est toujours pas simple d'ailleurs, puisque le problème du mail du lycée, qui est très dangereux avec les flux de voitures, d'élèves à pied, etc., qui avait fait l'objet d'un projet de travaux où on était presque arrivé, n'a pas été finalement repris par la région Grand Est. Et puis, vous n'avez pas de nouvelles de la réorganisation de ce mail. Il n'y a rien qui se produit, quoi.
Non, puis il y avait sur des échanges de parcelles à faire, il est etc. sur le territoire communal en plus. Ils sont volontaires pour qu'on fasse les travaux, mais c'est un petit peu dans la même logique que la subvention. Donc c'est bien de pouvoir combattre pour ça. C'est la première remarque. La deuxième remarque concerne justement directement la salle de musculation, puisque j'ai été un petit peu au courant de difficultés entre le lycée et le club. La SOS concernant l'utilisation des matériels. La SOS disant que, déjà, certains matériels pouvaient être vite dégradés soi-disant par les lycéens, mais surtout des matériels dont les lycéens avaient eu l'autorisation de s'emparer étaient des matériels dangereux quand on n'est pas accompagné par des gens qui savent ce que c'est que la musculation. Alors, je ne sais pas où vous en êtes là-dessus. J'ai été alerté par ça. Je vous le dis. C'est que j'ai pensé que la mairie pouvait être un médiateur entre le lycée et le club pour peut-être trouver une solution à ces histoires-là. Mais ça me semble, ça m'a été répété plusieurs fois et tout. Bon, je ne suis pas allé voir M. Rambaud, mais que j'ai connu aussi. Voilà, je voulais vous soumettre ça. Alors, c'est une problématique sur laquelle, en fait, on était alerté depuis un petit laps de temps, voilà, avec les représentants de la collectivité au sein du conseil d'administration du lycée. Et c'est pour ça qu'aussi, à un moment donné, la réflexion qui avait été la nôtre, c'était parce qu'en fait, l'association avait du matériel vieillissant, voilà, qu'il y avait une problématique de conflit d'usage entre les uns et les autres, etc. Et donc, c'était de se dire, à un moment donné, est-ce que la collectivité ne prenait pas le pas sur les équipements et finalement mettait à disposition à la fois du lycée et de l'association ces 10 équipements pour solutionner, sachant que c'est pas de la musculation, c'est plutôt du renforcement musculaire. C'est-à-dire que ce qui sera proposé, c'est plutôt du renforcement musculaire, et le renforcement musculaire ne nécessite pas forcément l'encadrement que vous avez pour de la musculation. Ce sont deux choses. Alors, on me demande c'est quoi la différence. En tout cas, réglementairement, c'est pas la même chose. Voilà. Donc, ça fera l'objet en tout cas, ça fait l'objet d'interpellations régulières. Et on a essayé de voir avec aussi M. Hennequin en charge du sport, de trouver une solution, une forme de médiation entre les enseignants et les jeunes, et puis l'association détentrice du matériel. C'est un sujet qui prend régulièrement du temps et sur lequel il y a eu beaucoup de travail de médiation, d'accompagnement, de rendez-vous et encore il y a quelques jours de sollicitations. Donc c'est une problématique sur laquelle on suit de près, d'où le fait de peut-être nous avoir de l'équipement de meilleure qualité, puisqu'en fait on a quand même de l'équipement assez vieillissant, et de pouvoir trouver une forme d'entre-deux. C'est pour ça que la solution, c'est de renouveler totalement en fait le matériel de musculation dans la salle, et qu'on soit nous les décideurs, des utilisateurs en fait par rapport aux machines qui vont être prises et installées. Eh bien, ce sera comme ça. Ça fait 3 ans qu'on est en discussion avec le lycée et l'association de musculation. On a presque tout essayé, j'ai envie de dire, pour que tout se passe bien. On a fait une rencontre avec le lycée, avec l'association de muscu, les deux en même temps, avec mairie en médiateur, si je puis dire. On a mis en place une convention tripartite où le lycée a signé, la mairie a signé. L'association de musculation a beaucoup tardé pour la signer. Vu qu'il y a eu rediscussion, on a repris du temps pour refaire cette convention pour que ce soit en place. J'ai envie de dire que tout le monde, tout le monde est neutre, mais au bout d'un moment donné, moi je comprends que ce soit leur machine. Nous, après, au niveau de la mairie, c'est nous qui mettons à disposition du coup la salle. Nous, on a la sécurité aussi des utilisateurs par rapport aux machines. C'est utilisé par des élèves, c'est utilisé par des adultes, mais elle est possédée par l'association de muscu. Donc je pense que le plus simple, c'est d'investir justement sur ces machines, où on pourra mettre à disposition du coup au lycée, à l'association de musculation, et également aux associations qui utilisent le COSEC. Je pense par exemple au foot, au handball, au karaté, au judo, tous ceux qui sont sur le site pour avoir une utilisation aussi gratuite de ces équipements-là.
Mais voilà, c'est un sujet enfin pas qui traîne, mais en tout cas qui est présent depuis, qui a nécessité beaucoup d'échanges et qui ne sont pas finis, puisqu'en fait on a encore été interpellé il y a encore quelques jours par l'association, parce que les jeunes utiliseraient mal les équipements. Donc voilà, à un moment donné, il faut trouver des solutions, et peut-être que la collectivité, en termes d'arbitre, si on peut dire ça, ça pourrait être la bonne position, puisqu'en fait finalement on a quand même essayé beaucoup d'alternatives et rien de concluant pour l'instant. Je ne sais plus si on est finalement... On n'est toujours pas passé au vote. On n'a pas voté. D'autres remarques ou questions? Non. Eh bien, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Et nous avons épuisé l'ordre du jour. Il n'y a pas eu de questions diverses. Il est 20h05 et la séance est clôturée. Je vous remercie. Très bonne soirée à toutes et à tous.